Bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, Idriss Déby Itno déclaré vainqueur de la présidentielle au Tchad avec 79,32% des voix. C'est ce qu'indiquent les chiffres communiqués par la commission électorale. Le maréchal président remporte le scrutin dès le premier tour. Les détails avec notre correspondante dans un instant. Début de la campagne vaccinale en République démocratique du Congo. Pour l'occasion, une cérémonie officielle se déroulait à Kinshasa. Dans le même temps, l'état d'urgence sanitaire est reconduit pour 2 semaines à Madagascar. La grande île est confrontée à une importante vague de contamination. Enfin, comment endiguer la spirale de violence au Sahel? Près de 50 organisations sahéliennes, ouest-africaines et internationales livrent leurs préconisations dans un rapport intitulé « Sahel, ce qui doit changer ». Niagale Bagayoko, co-autrice du texte et présidente de l'African Security Network, est notre invitée ce soir. 8 jours après la tenue du scrutin présidentiel au Tchad, les résultats provisoires viennent d'être annoncés par la commission électorale. On retrouve en direct de la CENI à N'Djamena notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. Bonsoir Aurélie, selon les chiffres présentés, le président Idriss Déby Itno est réélu dès le premier tour. C'est une victoire sans surprise pour le président sortant. À 68 ans, Idriss Déby Itno est en passe de rempiler un 6e mandat et dès le premier tour, la Cour suprême proclamera les résultats définitifs le 15 mai. Sans attendre, le MPS a prévu de célébrer la victoire ce soir à la place de la Nation. Le taux de participation est de 64,81%. C'était l'un des enjeux de cette élection. Un boycott avait été lancé par les poids lourds de l'opposition comme Kebzabo ou Yorongar, qui ne dépasse pas les 2% des suffrages exprimés. L'ancien Premier ministre Padaké Albert arrive lui en 2e position avec 10,32% des voix. Aurélie, quelle est l'atmosphère ce soir dans la capitale tchadienne ? Alors, ces résultats provisoires sont donnés alors qu'une panique générale a envahi la capitale toute la journée. Une panique déclenchée par des chars de combat déployés dans toute la ville, alimentant les rumeurs d'une attaque rebelle. Il faut dire que peu d'informations ont circulé sur les affrontements entre rebelles et armées tchadiennes qui ont eu lieu hier à plus de 300 km de là. Résultat, les boutiques sont restées fermées, les écoles aussi. Beaucoup de N'Djaménois sont restés à la maison. Aucune menace n'est à craindre, ont réagi les autorités tchadiennes, appelant la population au calme sans vraiment de succès. Aurélie Bazaraki-Bangoula, correspondante TV5 Monde en direct de N'Djamena au Tchad. Et alors que les résultats de la présidentielle viennent d'être dévoilés, l'armée a fait le bilan de la bataille menée contre le groupe rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad dans la province du Kanem, à plus de 500 km au nord de N'Djamena, la capitale. Plus de 300 rebelles ont été tués, selon le porte-parole de l'armée qui déplore au passage la perte de 5 soldats. On fait le point avec Jean-Luc Eguezier. Le paysage est désertique, battu par le vent et la poussière. On peut voir encore quelques carcasses de pick-up. Ils sont marqués du sigle FACT, du nom du groupe rebelle qui a tenté de descendre sur N'Djamena. D'autres sont en bon état, saisis par les soldats. La télévision tchadienne qui fournit ces images relaie le bilan officiel donné par l'armée. 300 morts chez les assaillants et 5 du côté de l'armée nationale. Les forces de défense et de sécurité ont avec détermination et courage mis en débandade la colonne de terroristes qui s'est maladroitement aventurée au nord de la province du Kanem. Cette colonne a été totalement décimée. L'armée tchadienne a aussi fait des prisonniers, ils seraient 150. Le FACT avait lancé une offensive le 11 avril, jour de l'élection présidentielle, depuis ses bases du sud de la Libye. Mais ils ont été apparemment arrêtés dans la région du Kanem, à plus de 500 km au nord de N'Djamena, la capitale. Ce n'est pas la première fois que l'armée tchadienne doit affronter des groupes rebelles. Il en existe dans le massif du Tibesti, près de la frontière libyenne, et aussi au nord-est, près du Soudan. En 2019, il avait fallu l'intervention de l'armée française pour stopper une colonne d'un autre groupe, l'UCT, qui fonçait sur la capitale. Le président Idriss Déby, qui devrait se succéder à lui-même quand les résultats définitifs seront connus, a fait campagne sur la paix et la sécurité. Son armée intervient dans plusieurs États voisins, en particulier dans la guerre contre les combattants djihadistes. Mais il a aussi, aux marches de son pays, des rébellions armées à tenir en respect.
Les affrontements, il en est également question au Mali, dans le centre du pays. 40 morts depuis une semaine lors des combats entre de présumés djihadistes et des chasseurs traditionnels dans la commune rurale de Soy et Femaï, à mi-chemin entre Mopti et Djenné. Des renforts de l'armée malienne ont été déployés selon le gouvernorat. Toujours au Mali, la Cour suprême a rejeté le pourvoi du procureur de la République dans l'affaire dite de complot contre l'État. Fin des poursuites donc pour plusieurs personnalités accusées. Parmi elles figure l'ancien Premier ministre Boubou Cissé ou encore Razbat, l'animateur vedette. Les 5 personnes emprisonnées ont été libérées après près de 4 mois de détention. On écoute justement Razbat. Je suis dans un pays qui traverse une crise sécuritaire, qui est aujourd'hui soutenu et protégé par des forces étrangères, faute d'une armée puissante et capable de nous protéger par nous-mêmes. Notre priorité devrait être d'être au front. Donc il y avait mieux à chercher que de vouloir monter quelque chose pour des fins quelque chose politique. Ils ont cru que Razbat et son omission, le CDR, constituent un obstacle pour une élection transparente. Parce qu'ils ne voulaient pas et ils ne veulent pas encore lâcher le pouvoir d'organisation des élections à un organe unique des élections. Des propos recueillis par notre correspondant au Mali, Kaourou Magassa. Un journaliste algérien, une fois de plus placé en détention. Hier, Rabat Keresh, correspondant du journal Liberté à Tamanrasset, a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction. Officiellement, il est reproché au journaliste, entre autres, la diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public. La rédaction du journal Liberté dénonce des accusations fallacieuses et exige la libération immédiate de son journaliste. Le rapport rwandais au sujet du rôle de la France dans le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et qui a causé la mort de 800 000 personnes selon l'ONU a été présenté aujourd'hui à Kigali. Après le rapport français de la Commission Duclerc, ce texte de 600 pages et commandé par les autorités rwandaises en 2017 conclut lui aussi à de lourdes responsabilités françaises dans le génocide. L'État français n'était ni aveugle ni inconscient au sujet du génocide prévisible, assurent les auteurs du rapport. Pour autant, aucune preuve ne permet d'établir une complicité. Alors les rapports Duclerc et Muse vont-ils permettre d'établir de nouvelles relations entre Paris et Kigali? Écoutez ce qu'en pense le chef de la diplomatie rwandaise. Il constitue une base pour une nouvelle page dans les relations entre la France et le Rwanda. Mais nous pensons que le président de la République française, le président Emmanuel Macron, qui a eu le courage d'offrir les archives aux chercheurs et les chercheurs ont pu produire ce rapport qui a reconnu les responsabilités de la plainte de la France dans le génocide qui a été commis contre les Tutsis en 1994. Au moins 12 personnes ont été tuées hier dans un incendie provoqué par l'accident d'un camion-citerne chargé de carburant dans le centre du Nigeria. L'engin s'est renversé sur une route située dans la zone de Agatou, dans l'état de Benue. Les flammes se sont propagées aux maisons et boutiques environnantes. Le bilan pourrait s'alourdir car l'incendie a fait de nombreux blessés. Les pompiers et les habitants de Table Mountain, sommet emblématique surplombant la ville du Cap en Afrique du Sud, luttent toujours pour éteindre l'incendie de forêt qui s'est déclaré hier. Certains habitants ont été évacués aujourd'hui alors que le brasier se dirigeait vers le centre urbain. Les détails avec Anaïs Furtad. Une épaisse fumée recouvre cette autoroute du sud de l'Afrique du Sud. Un incendie de forêt s'est déclaré près du parc national de l'attrait touristique Montagne de la Table. Le sommet emblématique qui surplombe la ville du Cap est en flammes. Le feu s'est propagé jusque sur le campus de la prestigieuse université de Cape Town, à proximité. Des centaines d'étudiants ont été contraints de quitter leur dortoir, à pied. Tous sont sains et saufs, mais des trésors littéraires sont menacés. Sur le campus, il y a actuellement plus de 10 véhicules de pompiers. Nous avons 3 bâtiments qui sont encore en train de brûler. Mais celui-là est un problème majeur pour nous. C'est la bibliothèque, avec énormément d'anciens objets de valeur. L'incendie qui s'est déclaré tôt dans la journée de dimanche a détruit des maisons et une partie d'un restaurant. Ce lundi matin, les pompiers combattent toujours des flammes incontrôlables, attisées par des vents violents. Des renforts ont dû être déployés. Un pompier a été hospitalisé pour brûlure, selon les autorités.
C'est parti pour la campagne de vaccination anti-Covid-19 en République démocratique du Congo. Cette première phase concerne les personnes âgées de 55 ans et plus, le personnel soignant et les personnes atteintes de comorbidité. Une cérémonie officielle avait lieu aujourd'hui à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et Thénilo Gondo, le ministre de la Santé, a reçu une injection, un geste destiné à dissiper les doutes autour du vaccin AstraZeneca. C'est le message d'encouragement au peuple congolais pour qu'il se fasse vacciner. J'ai voulu le faire moi-même en tant que le numéro 1 de la santé dans notre pays pour que le peuple puisse savoir qu'il y a beaucoup plus de bien à ce vaccin que de mal. Donc il y a beaucoup plus de bénéfices, n'est-ce pas? Que le peuple ne se contente pas de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux commencent à détruire notre génération comme vous ne l'avez pas idée. En même temps, à Madagascar, le variant sud-africain se propage à toute vitesse. Hier, le président Ange Radzoel a reconduit pour 2 semaines l'état d'urgence sanitaire. L'Analamang, la banlieue nord de Tananarive, la capitale, sera confinée le week-end. Pour faire face à cette seconde vague, des écoles et des hôtels sont transformés en hôpitaux. Océane Gohanek. À Antananarive, le Live Hotel ne voit plus l'ombre d'un touriste. Depuis quelques jours, les bus de voyageurs ont été remplacés par des livraisons de matériel médical. Et ces 24 chambres accueillent désormais des malades du Covid-19. On est venu ici hier et il y avait encore des places disponibles. Mais aujourd'hui, c'est presque plein. Avec l'arrivée du variant sud-africain, Madagascar fait face à une hausse considérable de contamination. Les hôpitaux sont saturés, obligés alors de réquisitionner 5 établissements hôteliers pour soigner des patients souffrant de la forme légère de la maladie. Et depuis samedi, ce sont désormais les écoles qui ont été réaménagées en hôpitaux. Sauf que le personnel soignant s'inquiète du manque de moyens. Jusqu'ici, les médicaments sont gratuits, sauf quand il y a rupture de stock. Là, on doit en acheter ailleurs. Dans ce cas, ce n'est plus gratuit. Jusqu'à présent, un des médicaments massivement utilisés dans l'île contre le virus était une plante à base d'artémisia. Un remède magique, selon le président malgache, qui refusait de lancer une campagne de vaccination dans son pays. Complètement dépassé par la situation, le gouvernement a dû faire volte-face. On a eu derrière des communications, des échanges avec les scientifiques malgaches pour par la suite décider d'aller sur la vaccination. C'est un autre moyen également de protéger la population. Et là-dessus, on est sur l'initiative COVAX actuellement. Selon le ministère de la Santé, Madagascar fait état de plus de 31 000 cas et près de 540 décès. La pandémie que nous traversons a permis de mettre en lumière la grande quantité de virus présentes chez les animaux comme les chauves-souris, les pangolins ou encore les volailles. Au Kenya, l'Institut de recherche international sur l'élevage surveille les dromadaires, des animaux réservoirs naturels du MERS-CoV, un coronavirus qui a fait près de 900 victimes depuis 2012. Les explications avec Jean-Luc Eguesier. Allez les garçons, doucement, doucement. Donc, la plupart du temps, avant même de commencer à prendre des échantillons sur le dromadaire, c'est l'approche qui est la chose la plus importante. Lui non plus n'aime pas les prélèvements nasopharyngés avec un écouvillon. Mais ce dromadaire kényan participe à la recherche médicale. Les vétérinaires veulent voir si par hasard l'animal n'est pas contaminé par le MERS, un coronavirus qui a déjà tué des centaines de victimes entre 2012 et 2015, principalement en Arabie Saoudite. Dans cette réserve naturelle du sud du Kenya, l'Institut de recherche international sur l'élevage surveille donc les dromadaires du pays. Car selon l'OMS, c'est via le contact avec ce ruminant que le virus MERS se serait transmis à l'homme. Le MERS est le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Donc c'est dans la même famille de virus que le Covid. C'est un coronavirus. Mais c'est un autre type de coronavirus. Il provoque également chez l'homme des symptômes respiratoires similaires à ceux que nous voyons avec le Covid. Et il est plus létal, d'où l'intérêt de tester des dromadaires mais aussi des hommes de toutes les régions du Kenya. Une chance, pour le moment, le MERS kényan n'est pas très contagieux. C'est ainsi que nous avons réalisé l'étude d'échantillonnage des travailleurs des abattoirs. Ils courent un risque élevé car ils abattent des dromadaires tous les jours. Jusqu'à maintenant, l'épidémie semble contenue. Mais comme le Covid-19, le MERS varie tout le temps et pourrait potentiellement devenir une nouvelle catastrophe mondiale.
L'ONU a déjà prédit des pandémies plus fréquentes et plus meurtrières dues au contact avec des animaux. D'où l'intérêt des chercheurs et des politiques pour une surveillance accrue. Il est l'un des pionniers de l'art contemporain malgache. Joël Andriano Meharissou se voit confier les clés d'un monument national. Les mythiques tours et remparts d'Aigues-Mortes en Camargue, une région naturelle française située au bord de la Méditerranée. Brise du Rouge Soleil, c'est le nom de cette exposition organisée dans le cadre de la saison culturelle Africa 2020. Visite guidée du monument et des œuvres avec Pascal Achard. Un vaste terrain de création pour l'artiste malgache Joël Andriano Meharissou. Aigues-Mortes, cité médiévale fortifiée, devient le temps de la saison Africa 2020 son domaine. C'est la plus grande exposition que je n'ai jamais eue en termes de surface, en termes de promenade, en termes en tous les cas d'extension, où là on est quasiment au-delà de 2 km. L'artiste, diplômé d'architecture, n'a donc pas hésité à créer sur les remparts sa propre tour. Inspection de l'une de ses œuvres phares en phase finale de montage. Donc voilà, vous avez la maison imaginaire, qui est ma nouvelle maison. Elle fait combien de mètres carrés d'ailleurs, exactement? Elle fait 60 mètres carrés au sol. On est aussi dans une idée peut-être un peu enfantine de dessiner un château. Donc j'ai dessiné un peu mon château sur le château fort. Et quand vous rentrez dedans, finalement, ces cadrages noirs redonnent en tous les cas un esprit ou redonnent en tous les cas un nouveau regard sur le paysage. On redonne de nouvelles fenêtres. Ces œuvres viennent aussi habiter les tours de la forteresse fantôme. Certaines font écho à l'histoire de la ville fondée par Saint-Louis. Dans ce port d'Aigues-Mortes, il y a plein de choses qui transitaient. Du bois, du textile, des épices, des personnes. Et je voulais un peu retracer par rapport à cette installation les vestiges de ces passages. Nature morte, végétaux, tissus, papier de soie, l'artiste joue avec divers matériaux venant de la région, mais aussi d'ailleurs. Toutes les pièces textiles sont des pièces qui viennent de Madagascar, qui sont effectivement travaillées à partir de mon atelier à Tananarive. Ces branches viennent en fait d'un de mes autres ateliers qui sont dans la Creuse. Et de la dernière provenance, effectivement, reste donc Aigues-Mortes et la Camargue. Il y a tout un travail d'abord qui est fait avec le sel, qui est trouvé juste en face des remparts, donc dans les salins, et ces roseaux qui viennent de Camargue. Tout est prêt pour offrir au public une belle déambulation poétique. Reste à attendre la levée des restrictions liées à la Covid-19 qui permettra d'ouvrir enfin les portes des mythiques remparts. Merci d'être avec nous. Fin de la première partie de votre journal. Place au MAG. Sahel, ce qui doit changer, c'est le titre d'un rapport publié il y a quelques jours par la Coalition citoyenne pour le Sahel. Il s'agit d'une alliance informelle qui regroupe près de 50 organisations sahéliennes, ouest-africaines et internationales. Convaincre les gouvernements d'adopter une nouvelle approche au Sahel, c'est le but de cette étude. Pour en parler, nous sommes avec Niagale Bagayoko, co-autrice du texte et présidente de l'African Security Network. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous nous dites dans ce rapport que la situation ne cesse de se détériorer au Sahel. La population civile paie un lourd tribut. Comment en est-on arrivé là ? On en est arrivé là parce que l'approche qui a été retenue jusqu'ici accorde une priorité absolue à la lutte armée et opérationnelle, au partenariat de combat pour vaincre le terrorisme. Or, selon notre analyse commune, l'environnement stratégique de l'espace sahélien est infiniment plus complexe, avec de multiples acteurs de violence, bien entendu des acteurs djihadistes, mais également des groupes d'autodéfense, des milices communautarisées, des acteurs criminels qui s'en prennent notamment à la vie, mais aussi au bien des populations, et également des forces de défense et de sécurité qui attaquent également les civils. Et le résultat de tout cela, c'est qu'entre 2017 et 2020, le nombre de civils tués a été multiplié par 7 selon les données de l'ONG ACLED. Vous recommandez de mettre en priorité donc la protection des civils. Quelles solutions préconisez-vous compte tenu de la multiplicité des acteurs présents sur le terrain ?
Nous pensons qu'il y a aujourd'hui 4 priorités absolument essentielles. La première est de tout d'abord changer les instruments de mesure à travers lesquels de changer les instruments de mesure à travers lesquels on évalue l'impact des opérations sur le terrain. On s'aperçoit en effet qu'au lieu de égrener à longueur de communiqué le nombre de djihadistes neutralisés, il est nécessaire d'évaluer l'efficacité des opérations militaires à travers le nombre d'écoles rouvertes, le nombre de centres de santé désormais accessibles, la possibilité pour les éleveurs de joindre leur pâturage ou pour les agriculteurs de cultiver leurs champs ou encore pour les réfugiés de retourner dans leur lieu d'origine. Cet aspect nous semble fondamental. Il nous paraît aussi essentiel que des mécanismes similaires à celui adopté par la force du G5 conjointe du G5 Sahel, qui s'appelle le mécanisme d'identification, d'analyse et de causés aux civils, soit étendu à l'ensemble des armées afin que les civils soient dédommagés. Il est aussi pour nous très important de faire en sorte d'adopter une approche politique et négociée de la conflictualité actuelle, particulièrement en s'intéressant bien entendu aux solutions de dialogue qui sont promues au niveau national, mais aussi très souvent au niveau local, et cela malheureusement encore aujourd'hui de manière extrêmement éparpillée. Nous pensons également essentiel de mettre l'accent sur l'action humanitaire en favorisant un accès beaucoup plus facilité pour les organisations qui viennent en aide aux populations en danger et également d'augmenter les financements disponibles. À la lecture de ce rapport, on apprend qu'au cours des dernières années, le nombre de civils tués par des soldats est plus important que les victimes des groupes armés non étatiques. Pourtant, aucun soldat n'a eu à répondre de ces actes devant la justice. Sur quoi repose ce qui apparaît clairement comme une forme d'impunité ? Il y a malheureusement plusieurs éléments à cela. Tout d'abord, on s'aperçoit que les codes de justice militaire sont très souvent difficiles à mettre en œuvre pour que les unités ou les soldats mis en cause puissent faire l'objet de poursuites. Il y a également la peur des appareils de défense et de sécurité de voir leur réputation entachée par la reconnaissance des fautes gravissimes commises par quelques-uns. Or, selon notre analyse, il est beaucoup plus important de reconnaître que certains ont fauté afin de préserver la réputation de l'institution dans son ensemble et non pas de masquer ce qui se produit d'inadmissible. Une des pistes évoquées dans votre rapport pour sortir de l'impasse sahélienne serait que les gouvernements déclarent leur soutien au dialogue politique avec l'ensemble des parties au conflit. Est-ce à dire que ce dialogue doit également être ouvert avec les chefs de groupes djihadistes ? C'est évidemment une question absolument essentielle. Ce que nous disons, c'est que l'approche militaire est nécessaire. Nous ne sommes pas du tout en train de remettre en cause sa nécessité, mais nous pensons qu'elle doit s'inscrire dans une approche politique. Et en effet, cette approche politique passe actuellement par des négociations ou l'ouverture de pourparlers, ainsi que certains États comme le Mali, mais également le Burkina Faso, ont déclaré être disposés à le faire, mais également au niveau beaucoup plus local, ce sont des éléments de dialogue qui se poursuivent, qui se produisent, à travers les efforts conduits sous l'égide des autorités coutumières, des autorités traditionnelles, des autorités religieuses ou sous l'accompagnement des acteurs humanitaires internationaux. Donc effectivement, ces approches négociées existent aujourd'hui et il est très difficile de faire l'impasse sur celles-ci. L'objectif, c'est de mettre en œuvre un effort convergent et de faire en sorte que l'ensemble des instruments mobilisés, qu'ils soient politiques ou militaires, convergent vers un objectif commun.
Vous soulignez également les conséquences néfastes de la mauvaise gouvernance. Elle se traduit dans certains cas par des détournements de fonds destinés au secteur de la défense. Pour quelles raisons ces fonds ne font-ils pas l'objet d'une surveillance et d'une transparence renforcée ? Alors, ce qui est très important, c'est de souligner le fait que ces détournements ont été mis au jour par des institutions des États. Dans le cas du Niger, par l'Inspection générale des forces armées. Dans le cas du Mali, initialement par les services du vérificateur général. Et cet élément est extrêmement important puisqu'il démontre qu'il existe des institutions qu'il convient de renforcer et d'appuyer pour qu'elles puissent faire leur travail. Il convient aussi de renforcer les mécanismes de contrôle externe, comme le rôle des cours des comptes ou le rôle des parlements. Et malheureusement, aujourd'hui, ces mécanismes sont pas suffisamment utilisés, ce qui explique que, alors que des centaines de soldats meurent chaque année au front, et il est fondamental de le rappeler, les chiffres se situent entre 200 et 400 militaires tués chaque année au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, il est essentiel de lutter contre ces détournements qui insultent en réalité le sacrifice qui est accompli par ces soldats. Niagale Bagayoko, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Votre rapport est consultable sur le net, sahelpeoplecoalition.org. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.